Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Prévenir les troubles musculo-squelettiques dans les commerces non alimentaires. Je vais lancer la présentation. On va être 6 personnes à présenter ce webinaire. On va tous se présenter à tour de rôle lors de nos présentations. Ce webinaire va durer, alors on avait prévu 1h30, mais je pense que ça va durer un petit peu plus que ça. On va essayer, nous, d'être concis, mais faut s'attendre quand même à un webinaire assez dense. Il y a énormément de contenu, beaucoup de pistes d'amélioration que vous allez découvrir. Vous avez le chat en bas à droite. C'est vraiment un espace d'échange et de questions entre nous, puisque votre son et votre micro est déconnecté, les participants. Donc, vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure dans le chat. On a des équipes sur le chat qui peuvent vous répondre progressivement au fur et à mesure de vos questions. Et également, on aura des temps de questions-réponses à la fin de chaque partie, où là, on vous sollicitera également si vous avez certaines questions. Alors, avant de vous présenter le sommaire de ce webinaire, je vais vous présenter Horizon Santé Travail. De façon succincte, Horizon Santé Travail, on est une association qui a été créée en juillet 2014, qui est le fruit d'une fusion entre plusieurs structures jumelles. On est à peu près 200 dans l'entreprise et on est surtout, comme vous pouvez le voir sur la carte, on est surtout situé dans le nord-ouest parisien. On est beaucoup dans les Hauts-de-Seine, mais on est également dans les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et un peu dans Paris. On suit à peu près 8500 entreprises et je crois à peu près 160 000 salariés, ce qui fait de nous, je pense, je crois, le 4e service de santé au travail d'Île-de-France. Alors, vous connaissez tous le médecin du travail, c'est le profil qui est évidemment le plus connu d'un service de santé au travail et de son assistante médicale. Vous connaissez également de plus en plus les infirmières de santé au travail. Et il y a également une équipe de préventeurs, comme des ergonomes. Il y en a certains autour de ce webinaire aujourd'hui, des psychologues du travail, des techniciens hygiène sécurité, des assistants de services de santé au travail. Également, on a des psychologues, des assistantes sociales et on a aussi une cellule de maintien en emploi. Tout ça permet de renforcer le regard du médecin du travail pour accompagner les entreprises du mieux possible dans leur démarche de prévention et pour les aider à prévenir les risques professionnels. Le médecin du travail est au centre de ce schéma parce qu'il coordonne et il anime cette équipe. Donc le médecin joue un rôle pivot avec l'équipe pluridisciplinaire. Notre rôle, c'est lorsque nos adhérents sont confrontés à des problématiques liées à la santé au travail, aux risques professionnels. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises, de conseiller les employeurs, d'établir un diagnostic sur leur situation de travail et les accompagner dans leurs projets de prévention des risques professionnels. Dans l'objectif de préserver la santé de leurs salariés. Alors, vous connaissez tous la mission la plus connue d'un service de santé au travail, c'est le suivi de santé des salariés. Et ce qui est moins connu, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est tout ce qui est conseil, assistance vis-à-vis des risques professionnels. Pour tous les risques professionnels actuels, vous avez vu que notre équipe est complète et assez large pour pouvoir répondre à la majorité des thématiques actuelles de santé au travail. Donc, vous pouvez faire appel à votre service de santé au travail pour tout ce qui est aide et accompagnement pour la prévention des risques professionnels en entreprise. Ça, c'est vraiment un point très important. N'hésitez pas à faire appel à votre service de santé au travail, mobilisez votre médecin du travail ou mobilisez son assistante pour faire appel à tous les services
auxquels vous pouvez bénéficier. On développe aussi des outils d'information. Donc là, vous voyez à droite un certain nombre d'exemples de fascicules, on doit en avoir 35. Allez voir sur notre site internet Horizon Santé Travail pour découvrir toute notre documentation. Sur notre site internet également, vous allez trouver toute notre actualité, les outils, toutes les choses qu'on développe, les événements, etc. On a aussi des lieux d'échange, des ateliers thématiques en présentiel. Là, ce matin, ce qui nous réunit, c'est un webinaire, ce qu'on a développé depuis quelques mois et on a renforcé ce format là, récemment durant le confinement. On a aussi des outils d'e-learning et depuis récemment, ils sont en libre accès, sans création de compte. Ça, c'est avec notre partenaire de l'Infométra. Ces e-learning sont gratuitement mis à disposition, sans inscription depuis peu. Donc, allez sur notre site internet horizonsantétravail.fr et là, vous allez identifier les liens pour accéder aux outils d'e-learning qui sont accessibles à tous. Également, on est présent sur les réseaux sociaux pour toutes nos actualités, la promotion d'événements, les prochaines thématiques de webinaires, d'ateliers d'information, etc. Tous nos nouveaux outils, toutes les nouvelles vidéos, ça se passe sur LinkedIn, ça se passe sur notre chaîne YouTube, où vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver le replay de ce webinaire. Et là, normalement, d'ici quelques jours, on devrait aussi développer le compte Twitter. Donc, soyez aussi vigilants sur Twitter, on devra apparaître sur ce réseau d'ici quelques jours. Alors ça, c'était la présentation d'Horizon Santé Travail, hein. Une petite présentation succincte pour débuter ce webinaire. Et alors maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet et on va vous présenter le sommaire. Ce webinaire se découpe en deux parties. Une première partie plutôt théorique avec la définition des troubles musculo-squelettiques, les situations du métier, les statistiques du secteur et comment mettre en place une démarche de prévention. Et une deuxième partie plus concrète et pratique, c'est là où on passera un peu plus de temps parce que c'est là aussi où sont vos attentes, avec les actions concrètes, techniques, organisationnelles, l'aménagement des locaux et les bonnes pratiques humaines, information, sensibilisation des salariés, les supports de communication sur lesquels vous pouvez vous appuyer. On reviendra ensuite sur les partenaires de la prévention. On reviendra aussi sur le rôle des services de santé au travail à cet endroit-là. On fera un petit zoom sur le contexte lié au coronavirus. Et ensuite, on conclura sur notre accompagnement tout en élargissant sur la qualité de vie au travail. Alors, si vous n'avez pas de questions dans le chat, je vais laisser la main à ma collègue Véronique Lepellec, infirmière de santé au travail, sur la présentation des troubles musculo-squelettiques. Bonjour, donc Véronique Lepellec, infirmière en santé au travail. Donc je vais aborder ce webinaire, cette première partie et vous donner une définition de ce que peuvent être les TMS. Donc TMS, troubles musculo-squelettiques, sont des affections périarticulaires qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments. Le plus souvent, excusez-moi, je suis un peu… Ah, c'est pas ça. Oups. Voilà. Donc, les troubles musculo-squelettiques regroupent un ensemble de maladies d'origine professionnelle qui affectent les articulations, les muscles, les tendons, le rachis. C'est donc plus souvent des douleurs musculaires, des tendinites, des compressions d'un nerf, donc les lombalgies, douleurs bas du dos, cervicalgie, douleurs au niveau du cou, les syndromes du canal carpien pour ce qui touche le poignet et de la coiffe des rotateurs pour l'épaule, l'épicondylite pour le coude font partie des TMS les plus fréquentes. Les parties du corps les plus touchées, on y reviendra dans un second temps au niveau des statistiques, mais bon, je vous en parle très brièvement. On rencontre très souvent ces TMS au niveau des poignets, l'épaule, le coude et bien sûr le dos également. Les manifestations évocatrices de TMS sont en général la douleur, la raideur et un stade un petit peu plus avancé, ça peut être parfois maladresse et perte de force. Donc, ce sont des pathologies douloureuses, progressivement invalidantes et qui, en l'absence de prévention en amont, relèveront de traitements médicaux ou chirurgicaux.
Les causes des TMS, eh bien, elles sont multifactorielles. Les symptômes sont principalement dus quand même à des contraintes mécaniques soutenues et répétées. Elles sont bien sûr dans la majorité des cas liées au travail et indépendamment des facteurs de risque individuels, comme l'âge, le sexe, la pathologie. Le rôle des facteurs professionnels est constaté tant sur l'apparition que sur l'aggravation des symptômes. Les contraintes professionnelles favorisant la survenue des TMS, comme on peut le voir sur ce petit schéma. Donc, il y a les contraintes physiques, donc tout ce qui est sollicitation biomécanique, la répétitivité des gestes, le maintien prolongé dans la posture, des efforts excessifs, des amplitudes articulaires extrêmes, l'utilisation d'outils vibrants, tout ça font partie donc des contraintes mécaniques. Des contraintes environnementales également. Donc, l'environnement de travail joue un rôle. Le froid, le bruit sont des facteurs aggravants. Les contraintes mécaniques, par exemple, un éclairage insuffisant peut être générateur de postures inadaptées. Donc, ça, c'est important aussi de le mentionner. Les contraintes psychiques et organisationnelles. Donc, ça, c'est la perception qu'a le salarié du travail qu'il effectue. L'insatisfaction, par exemple, d'un travail monotone, les tensions engendrées par des délais à respecter, le manque de reconnaissance professionnelle, des relations sociales dégradées, l'absence de soutien d'un supérieur. Donc, tout ça sont autant de facteurs aggravants et générant donc des TMS. Donc, on peut dire que les TMS sont les conséquences d'une sursollicitation physique avec une période insuffisante de récupération de l'organisme. Donc, c'est un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Donc, on va là une petite vidéo sur le canal carpien. Voilà. Le syndrome du canal carpien est l'exemple type des syndromes canalaires. Il a pour origine une compression nerveuse dans un canal inextensible. Il existe deux mécanismes différents de compression. Par augmentation de volume des structures passant dans le canal inextensible, par exemple quand les tendons fléchisseurs des doigts sont soumis à des tractions et des frottements trop importants, cela provoque une réaction inflammatoire, tendinite ou ténosynovite. Les structures enflent et peuvent alors comprimer le nerf médian. En augmentant de volume, elles frottent les unes contre les autres, entretenant ainsi cette réaction inflammatoire. Par diminution du diamètre du canal carpien. C'est le cas quand la face antérieure du poignet est en appui sur une surface ou quand le poignet est en hyperextension. Le ligament annulaire antérieur se tend alors comme une corde d'arc, comprimant les tendons et le nerf médian sur les os du carpe. Donc, on voit bien sur cette vidéo donc, comment se forment les TMS. Il faut savoir également que les TMS sont reconnus maladies professionnelles au titre des tableaux 57, 69, 79, 98 du régime général. Chaque tableau définit la pathologie en cause, donc c'est très précis, on le verra sur le slide suivant. Le délai de prise en charge et le cas échéant, la durée minimum d'exposition au risque et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, en insistant bien sûr sur le caractère habituel et répétitif de l'exposition au risque. Donc voilà un petit tableau, donc la désignation de la maladie, donc là on est sur du tableau 57A, donc épaule, tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante, avec ou sans antésopathie de la coiffe des rotateurs. Au centre, le délai de prise en charge, donc 30 jours pour ce qui est de cette pathologie, et sur la colonne de droite, donc la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et on voit bien que c'est très détaillé, travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Donc c'est vraiment très précis et l'intitulé correspond à la pathologie.
Je vais donc laisser la place à ma collègue pour la suite de ce webinaire. Bonjour, Clotilde Lenné, donc ergonome au sein de Réseau Santé Travail. Alors on va parler maintenant des situations des métiers dans le commerce non alimentaire. C'est vrai que les situations de travail peuvent engendrer des risques lorsque l'environnement, les moyens matériels, organisationnels, humains ne sont pas adaptés. Donc, il peut y avoir des risques de troubles musculo-squelettiques, mais il ne faudra pas non plus oublier d'autres risques comme les risques de coupures, de blessures, les risques de chute aussi également, et tout ce qui est incivilité, stress au niveau des salariés. Alors, dans le commerce non alimentaire, le commerce non alimentaire regroupe des activités qui sont très hétérogènes. On va avoir autant des magasins de jouets, des librairies, des pharmacies. Donc les activités sont très diverses, mais on va quand même retrouver quatre grandes tâches, quatre tâches centrales qui sont la réception, le stockage, la vente et l'encaissement. Ces tâches ensuite vont être divisées en sous-tâches et celles-ci vont dépendre de chaque établissement et des produits qui sont mis en vente. Si on regarde maintenant la réception, donc la réception dans cette tâche-là, on pourrait découper en réception des marchandises, contrôle à la réception, déballage et rangement des marchandises. Ces activités peuvent vont nécessiter de la manutention manuelle, du port de charge, des postures contraignantes, et ça va dépendre de plein d'éléments en fait. Ça va être le poids de l'objet, la forme, le conditionnement la distance entre le lieu de livraison et le lieu de stockage. Donc il va y avoir plein d'éléments qui vont rentrer en compte et qui peuvent être plus ou moins contraignants ou au contraire qui peuvent être des ressources. Dans le stockage, c'est pareil. On va avoir l'acheminement des marchandises des zones de réserve vers les rayons, la gestion des stocks, l'inventaire, l'établissement et le suivi des commandes. Pareil, on va retrouver de la manipulation, de la manutention, du port de charge, éventuellement des postures contraignantes, en fonction de la hauteur des rangements, en fonction des présentoirs. Donc tout ça, ça va rentrer aussi en compte. Pour la vente, donc c'est encore une autre tâche, il va y avoir l'accueil des clients et le conseil sur les produits. Là aussi, on va avoir des sollicitations articulaires, des contraintes physiques. Les salariés peuvent piétiner, ils vont rester souvent en station debout prolongée. Dans toutes les activités, d'ailleurs, la plupart du temps, les salariés restent quand même en position debout. On va avoir la mise en rayon des articles et des produits selon un emplacement défini. Pareil, la gestion des commandes et des ventes, tout dépend si c'est manuel ou si c'est via un logiciel informatique. Rangement des anciennes collections, oui, il va y avoir une rotation entre les nouvelles et les anciennes collections qui nécessite là encore de la manutention, du port de charge et autres. Le rangement des vêtements en vrac, c'est vrai que dans les magasins de vêtements, les salariés sont amenés régulièrement à replier. Donc, s'ils replient sur un présentoir qui est bas, les contraintes sont différentes que s'ils replient les vêtements sur un support à hauteur d'homme. Il va y avoir tout ce qui est réétiquetage, affichage des promotions, la décoration des locaux, des vitrines. Et il va y avoir aussi une variabilité en fonction des saisons, en fonction des fêtes, des événements au cours de l'année. Voilà. Et puis aussi, les salariés doivent s'assurer de l'entretien, de la tenue des espaces de vente, donc dégager les cartons, ranger, nettoyer, faire plein d'activités diverses. Et enfin, nous avons la caisse, donc les opérations d'encaissement et donc de comptabilisation des recettes en fin de journée. Il peut y avoir là aussi un travail sur un écran qui peut être assez fréquent, toujours une position debout, la gestion des échanges et des remboursements des articles. On peut aussi gérer à ce moment-là, on doit aussi gérer la file d'attente, la caisse, les éventuels mécontentements des clients,
Donc, tout ça, on l'a vu, les TMS, les causes possibles des TMS sont multifactorielles. Et là, dans chaque tâche, on retrouve des facteurs, des éléments qui ont été décrits par Véronique, donc les manutentions et autres. Donc, on a vu que les conséquences pouvaient être pénalisantes pour les salariés, mais elles vont l'être aussi pour les entreprises. C'est ce que nous allons voir maintenant avec les chiffres. Déjà, les commerces non alimentaires représentent 80% des établissements des commerces de détail en magasin. Donc, il va y avoir tout ce qui est équipement de la personne, équipement de la maison, tout ce qui est biens culturels et loisirs, la téléphonie aussi. Il y a plein de commerces différents. Si on regarde la population, c'est une population majoritairement féminine, puisqu'il y aurait 59% de femmes. Le statut socio-professionnel le plus représenté, c'est le statut d'employé et d'ouvrier. Et puis, on a une moyenne d'âge de 37 ans. Et on voit quand même sur ce graphique que 71% de la population a moins de 45 ans. C'est une population quand même relativement jeune. Maintenant, si on s'intéresse à l'évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles, on a des chiffres sur l'année 2017. On voit qu'il y a 47 875 accidents de travail. Et là, on voit que les causes de ces accidents sont principalement liées à la manutention manuelle. Donc, on l'a vu dans chaque étape, il y avait beaucoup de manutention manuelle. Et les chutes de plein pied et les chutes de hauteur. L'ensemble des chutes représente environ 28% des causes d'accidents. Maintenant, les maladies professionnelles, alors là, il y a une erreur, ce n'est pas 24 000, c'est 2483 maladies professionnelles, c'est noté en bas. La plupart des pathologies sont déclarées et reconnues partie des tableaux 57, donc c'est tout ce qui est affection périarticulaire provoquée par certains gestes, et puis le tableau 98 qui touche le rachis et qui est lié aux manutentions manuelles. Donc on retrouve tous. Vraiment, les manutentions c'est un facteur de risque très important. Si on regarde maintenant où sont localisées les lésions, on voit que ce sont surtout les membres supérieurs qui sont atteints. Donc on va avoir 36% des cas de TMS qui concernent les mains, poignets et doigts. Et on va avoir le syndrome du canal carpien qu'on a vu tout à l'heure, la ténosynovite. Au niveau des épaules, c'est 31% des cas. Et on va avoir là les lésions au niveau des coifes des rotateurs. Ensuite, nous avons le coude avec l'épicondylite et puis les pathologies du dos et des membres inférieurs. On voit quand même que la population des commerces non alimentaires est une population particulièrement impactée et ça va aussi impacter l'entreprise. On va avoir des coûts pour l'employeur, on va avoir les coûts directs, les coûts indirects ou les coûts de régulation et les coûts stratégiques. Dans les coûts directs, vous avez les taux de cotisation d'accident du travail, maladie professionnelle que l'employeur paie aux organismes d'assurance maladie, en sachant que la cotisation annuelle est calculée en fonction de la taille de l'établissement et du taux de cotisation, qui est calculé en fonction de la sinistralité. Donc, plus il va y avoir d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, plus cette cotisation sera élevée. Dans les coûts directs, nous avons aussi l'indemnisation des absences du salarié à la charge de l'employeur, quand il s'agit d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, ces indemnisations vont avoir lieu dès le premier jour de l'arrêt. Les temps de gestion des dossiers, tout ce qui est partie déclaration, dossier administratif pour les personnes victimes. Et puis, on va avoir aussi les frais liés à la recherche et aux aménagements des postes de travail. Et puis, parfois aussi, il va falloir reclasser les personnes et donc rechercher un nouveau poste. Dans les coûts indirects, nous avons le remplacement des personnes lorsqu'elles sont absentes ou lorsqu'elles partent parce qu'elles doivent quitter leur emploi. Elles sont déclarées, par exemple, inaptes par le médecin du travail.
Il va y avoir aussi une perte de productivité et une perte de production. Les gestes peuvent être ralentis, il va falloir former les nouveaux arrivants, les intérimaires, et donc on va perdre en qualité et en productivité. Dans les coûts stratégiques, on va avoir l'embauche d'intérimaires, donc il va falloir la former, et puis aussi ça va avoir un coût financier qui pourra peut-être à plus ou moins long terme impacter les prix pour vos clients. Il va y avoir une dégradation de l'ambiance du travail, parce qu'il peut y avoir des conflits, une surcharge de travail pour certains. Et ça va jouer aussi sur l'image de l'entreprise, tant pour vos clients, mais aussi pour dans le cadre du recrutement. Si on regarde les coûts économiques des TMS, alors on a des chiffres qui datent de 2010, qui montrent que les TMS il va y avoir 9,7 millions de journées de travail perdues et 930 millions d'euros de frais couverts par les cotisations des entreprises. Et on estime à 21 500 euros le coût d'un TMS. D'après l'ANACT, le coût direct serait de 100 à 500 euros par an et par salarié, et le coût indirect 5 à 7 fois plus que le coût direct. Voilà. Donc là, on a un petit tableau qui reprend le coût direct en fonction de la localisation du TMS, de la pathologie. Donc au niveau du poignet, le coût direct, par exemple, va être de 9 000 euros. Il va y avoir 140 jours en moyenne d'arrêt de travail, plus tous les coûts induits, comme on l'a vu tout à l'heure. Une épaule, le coût direct sera de 64 000 euros et le dos, pareil, 64 000 euros. Et on va voir sur le schéma suivant qui nous montre la durée moyenne des arrêts maladie pour TMS reconnus en maladie professionnelle. On voit que les arrêts sont relativement longs. Pour le tableau 57, on a une moyenne, la durée moyenne est de 195 jours. Pour une épaule, ça va être presque 10 mois d'arrêt maladie. Pour un coude, environ 7 mois. Un poignet, un petit peu moins. Et le genou, un peu moins. Et le dos, alors là, on est à 330 jours, presque 1 an d'arrêt pour les pathologies, les affections qui touchent le dos. Voilà. Donc, il est important de s'intéresser à la prévention des risques de TMS. On va pouvoir s'intéresser aux indicateurs, à certains indicateurs, comme l'âge moyen des salariés, l'ancienneté moyenne, le taux d'accident du travail, le taux de maladie professionnelle, le taux d'absentéisme et le taux de turnover. Donc, on va pouvoir analyser sur une année, mais aussi c'est intéressant de suivre l'évolution sur plusieurs années. Ça permet aussi de voir si les actions que l'on met en place sont l'impact des actions que l'on met en place. On pourra aussi s'intéresser aux plaintes des salariés et au retour du médecin du travail aussi. Donc, ces indicateurs vont permettre la mise en place d'une démarche de prévention. Je laisse la parole à Ariane pour la démarche. Alors, bien entendu, pour éviter justement que toutes ces... Pardon. Je reprends juste, voilà. Pour éviter justement tout accident, prévenir les accidents, éviter les arrêts maladie ou le coût pour les employeurs liés à ces accidents, la mise en place d'une démarche de prévention est forcément important pour prévenir tous les risques en entreprise. Ces acteurs, forcément, il y a des acteurs qui sont impliqués dans cette démarche, à commencer par l'employeur qui a une forte responsabilité dans cette démarche de prévention. L'article L4121-1 exprime bien que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures, bien entendu, vont concerner des actions de prévention des risques professionnels, bien entendu, des actions d'information et de formation, la mise en place surtout d'une organisation et de moyens adaptés en interne pour prévenir ces risques.
Toute démarche TMS est engagée par une direction volontaire et investit effectivement la volonté de l'employeur, la volonté des acteurs est très importante dans cette démarche de prévention. Les acteurs peuvent être un groupe de travail, hein, donc là on va intégrer plusieurs acteurs, à commencer par une personne de la direction, le responsable des services généraux, la personne, l'encadrant de proximité qui connaît bien aussi les métiers, les risques, les missions, les tâches de chacun, un membre du CSE ou un représentant du personnel pour les petites entreprises, 2 à 3 salariés volontaires. Là, la volontariat est nécessaire parce que donc il faut vraiment que les personnes soient volontaires pour intégrer ce groupe et faire évoluer les actions. Bien entendu, le médecin du travail, qui reste un acteur principal hein, dans le milieu professionnel, dans le cadre de la prévention professionnelle. Le médecin du travail, c'est lui qui, effectivement, avec l'entreprise, avec les salariés, mais surtout avec les préventeurs, son équipe pluridisciplinaire, va pouvoir mettre en place des choses. Alors, forcément, cette étape ces démarches, hein, c'est des étapes, hein, donc il y a des étapes à mettre en place et des suivis. On va commencer par mobiliser les équipes, hein, donc l'équipe, il y a un groupe qui s'est formé, on l'a vu précédemment. On va mobiliser cette équipe de manière à s'accorder pour agir ensemble parce que effectivement la prévention c'est uni, c'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses. On va investiguer, donc là c'est plus la partie médicale, service médical, service de santé au travail et préventeur, donc connaître le risque. Aussi l'entreprise connaît le risque, le salarié surtout connaît son risque parce qu'il est bien placé pour savoir à quelle difficulté il est confronté. Connaître les risques, analyser les situations. Donc là, on va faire des analyses. Ça peut être une étude ergonomique, ça peut être une étude générale des espaces de travail. Et surtout, on va identifier les facteurs de risque qui posent problème. Ensuite, quand on a identifié tous ces risques, on va transformer les situations de travail. Donc, ça peut être par des aménagements de poste ou changement de poste pour justement que la situation, l'état de la personne ne se dégrade pas. Et après, à la fin, on va s'assurer de l'efficacité des actions. Et là, bien entendu, là, on va aborder, ça va être abordé dans le document unique. Ce sont des actions qui vont s'inscrire dans le document unique et au fur et à mesure que l'entreprise va mettre en place des actions, ces actions vont évoluer, mais aussi ça permettra aussi de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas par rapport à ces actions. Alors, le premier facteur d'échec hein, d'une démarche TMS est bien entendu une démarche de suivi à long terme. Donc, on a abordé le document unique. Tracer, donc la traçabilité des actions permet effectivement de connaître hein, l'évolution, d'adapter, de mettre en place des choses pour un meilleur suivi, pour de meilleures conditions de travail. Je vais maintenant laisser la main à mon collègue. Alors, on vient de terminer la partie théorique. Donc là, c'était vraiment une partie théorique. On rentrera plus concrètement dans les pistes d'amélioration dans les prochaines Japorama. Avant d'avancer dans la présentation et dans le webinaire, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Dites-nous s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous souhaitez, peut-être on est allé trop vite. Si vous avez des demandes de précision, des questions précises, avant qu'on avance, c'est un petit temps d'échange. Si vous n'avez pas de questions, on avancera. Il n'y a pas de souci. C'est Mathieu Bouchard qui va prendre la main sur la suite par rapport aux actions concrètes. On attend 10 petites secondes. Il n'y a pas de questions a priori. Je vais activer la caméra de Mathieu. Hop, Mathieu, t'es animateur, tu peux réactiver ta caméra. Ben écoutez, si vous n'avez pas de questions, dites-nous, hein, même si tout va bien pour vous et que c'est clair et qu'on avance, dites-le nous aussi dans le chat. Non, pas pour le moment. Très bien. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va avancer. Mathieu, tu peux prendre la main. Eh ben, on est parti. Effectivement, on va rentrer dans les actions concrètes et on voulait commencer par un chiffre pour vous montrer que finalement,
investir dans la prévention, c'est gagner de l'argent sur le long terme. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mal perçu par les employeurs, mal vu, en tout cas mal anticipé, puisque là, ce chiffre qu'on vous donne là, qui est affiché, c'est que 1 euro investi dans l'amélioration des conditions de travail rapporterait 13 euros sur le moyen terme ou le long terme. Alors, ça, c'est un chiffre qui est, comment dire, c'est un beau chiffre, 1 pour 13, c'est un beau ratio. C'est malgré tout plutôt pour une démarche pour lutter contre les risques psychosociaux. Si on est plutôt sur une démarche générale, on est plutôt, et ça c'est l'Association internationale de la sécurité sociale qui le dit, donc l'AISS, qui dit que pour 1 euro investi dans l'amélioration des conditions de travail, ça rapporterait plutôt 2,2. Donc là, c'est plutôt de manière générale. Donc 1 euro égale 2,2 euros sur le long terme, c'est quelque chose qui peut éventuellement interpeller l'employeur et l'inciter à mettre en place des actions de prévention. Donc, on voulait commencer par ça pour vous montrer que finalement, investir, c'est pas perdre de l'argent, c'est plutôt en gagner par la suite. Alors, je vous passe le sommaire parce on l'a déjà évoqué en début de réunion. On va rentrer donc sur les bonnes pratiques et une partie sur le versant technique plus spécifiquement. Après, il y aura l'organisation du travail qui sera évoquée par Aurélien Matt. Mais sur le versant technique, qu'est-ce que l'on peut trouver? Alors, effectivement, le commerce en alimentaire, c'est très diversifié, c'est très vaste. Donc, les solutions qu'on vous propose ne sont pas forcément adaptées à toutes vos situations de travail. Mais ça peut vous donner des pistes de réflexion pour des situations spécifiques à vos activités. Alors, déjà, il nous paraît important d'utiliser des aides à la manutention qui sont adaptées à votre activité pour un objectif, c'est de limiter le port de charge. Alors, il y a plein de solutions qui existent. On a donné quelques exemples ici. Effectivement, en bas à gauche, vous avez un chariot automoteur à conducteur porté. Vous pouvez aussi avoir des transpettes électriques à haute levée. L'intérêt de la haute levée, finalement, c'est que ça permet de travailler à hauteur. Quand je vais dépalettiser ma palette, je vais pouvoir prendre les cartons à la bonne hauteur, donc entre les hanches et les épaules. Un peu dans la même idée, les chariots à fond constant, c'est-à-dire que dès que vous allez prendre un carton, finalement, ça va fonctionner par rapport au poids, et donc ça va se remonter progressivement ou se descendre, effectivement, si vous mettez une charge dessus. Et donc, ça permet toujours également de prendre la charge à la même hauteur. Il y a des choses qui sont également assez pratiques, qui sont des mini-gerbeurs. C'est des petits chariots, des petits chariots de manutention qui se profilent un peu partout et qui permettent vraiment de se mettre à hauteur d'une étagère, de transférer des produits, etc. Un dernier exemple, c'est éventuellement le diable 3 roues qui est assez connu pour le coup, mais qui peut être très pratique si on a des obstacles à franchir, plus particulièrement des escaliers. Donc, vraiment différentes solutions d'aide à la manutention, et c'est vraiment important de définir ce qui est le plus adapté à votre environnement de travail et à votre activité. C'est vraiment dépendant de ça. Donc, voilà quelques pistes de réflexion, l'objectif étant de limiter le port de charge. Également, il faut revoir un petit peu les allées de circulation. C'est-à-dire que si il n'y a pas de chariot de manutention, vous allez avoir besoin d'allées plus petites. Par contre, si vous avez des chariots qui peuvent se croiser, il faudra vraiment faire attention à la largeur de ces allées pour que vous puissiez utiliser les chariots le plus efficacement possible. Si vous avez des largeurs de circulation qui sont insuffisantes, vous allez avoir des pratiques un peu déviantes. Par exemple, plutôt que d'utiliser un chariot, je vais porter la charge à la main parce que je sais qu'à tel endroit, je vais être ennuyé, ça va me faire perdre du temps. Donc moi, je prends la charge manuellement. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter parce que, effectivement, ça va accentuer les contraintes sur l'organisme. Aussi, il y a des choses qui peuvent être ennuyeuses quand on a des chariots, c'est tout ce qui est obstacle, tout ce qui est marche, tout ce qui est ressaut, etc. Donc, l'idéal étant d'avoir des allées les plus lisses possibles pour que ça circule correctement, tranquillement. Et donc, c'est par ces surfaces planes que vous pourrez faciliter la circulation des chariots, mais aussi que vous allez limiter les risques de chute. Et bien évidemment, plutôt que d'avoir des escaliers, peut-être avoir une rampe, ça peut être une solution. D'autres solutions seront éventuellement des monts de charge qui peuvent éventuellement vous éviter
de transporter une charge sur une hauteur, Donc, éviter les escaliers et privilégier les rampes, voire les monts de charge. Après, on a voulu vous parler de ces deux solutions. Il y en a encore d'autres, évidemment, bien sûr, mais on a voulu vous parler de l'exosquelette. Alors, l'exosquelette, c'est des outils qui viennent effectivement aider l'opérateur à porter une charge. C'est un soutien et ça va permettre de soulever plus facilement une charge. Ça ne veut pas dire qu'il faudra soulever plus lourd. Ça, c'est vraiment la méfiance qu'il faut avoir avec ce type d'outil-là. Ce n'est pas fait pour porter plus lourd, c'est fait pour porter plus facilement. Donc ça, c'est vraiment essentiel à avoir en tête. Les exosquelettes, il y en a différents, il y en a plein. Et ce qui est très important, c'est de choisir les exosquelettes qui sont le plus adaptés à votre activité. Et aussi, faites attention parce que ça peut aussi induire d'autres contraintes. C'est-à-dire que l'exosquelette va vous aider à soulever une charge, mais va induire des contraintes au niveau des genoux, par exemple. Donc, il faut vraiment choisir l'outil en fonction de son activité et des charges que l'on a à manutentionner. Après, c'est une solution qui doit vraiment faire l'objet d'une phase de test. Ça paraît essentiel également. L'outil de droite est un levage par système d'aspiration. Il y en a plein qui le font. Et ça permet de dépalettiser sans avoir à porter la charge. Ça permet vraiment de porter une charge, donc sans avoir à la forcer. En fait, c'est juste les ventouses qui vont aspirer le carton. Et après, vous avez juste à déplacer votre système de levage et le positionner là où vous avez besoin de poser votre charge. Donc ça, ce sont des solutions qui existent, qui peuvent être mises en place dans certaines structures, pas dans toutes évidemment, mais ça peut faire l'objet d'une réflexion. Il peut aussi y avoir du picking de petites pièces, comme c'est le cas sur la photo de gauche ou même de droite d'ailleurs. Ça peut être intéressant quand vous faites du stockage comme celui-ci, plutôt que d'avoir des stockages sur des grandes hauteurs. Ça peut être intéressant d'avoir des armoires automatisées qui permettent, selon votre sélection de produits, de dire voilà, j'ai besoin de ce produit-là. Le stocker vertical, lui, va vous dire ok, c'est à tel endroit. Il vous descend le produit à hauteur et vous n'avez plus qu'à le réceptionner. Ça évite les grandes étagères. Et donc de se baisser. Ça évite de se baisser et ça évite aussi de monter sur un escabeau ou un réhausseur pour prendre les charges en hauteur. Donc ça peut être également intéressant à voir effectivement si ça s'adapte encore une fois à votre activité. Il y a des robots multi-picking que vous connaissez peut-être, puisqu'on en rencontre également beaucoup en pharmacie. C'est des choses qui vous préparent vos commandes automatiquement et qui vous les amènent ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, je ne sais pas si c'est visuel, mais effectivement, vous récupérez votre produit une fois que la commande est réalisée. Donc, ce sont également des solutions qui existent. Le robot multi-picking, encore une fois, ça se voit beaucoup dans les pharmacies, mais ça peut être adapté à d'autres activités. Une autre image, on ne va pas trop la commenter, mais parce que c'est assez visuel. Il y a des transports également qui existent, des transports pneumatiques qu'on peut voir dans certains magasins pour les caisses éventuellement. Comme ça, l'argent n'est pas véhiculé, il est directement envoyé dans la zone adaptée. Donc, c'est des choses que l'on met, c'est aspiré et ça voyage tout le long du circuit. Il faut éviter évidemment que ça se bouche, donc ça nécessite certainement un entretien spécifique, mais ça peut être une solution. On a vu des images qui permettaient d'avoir un petit visuel sur des solutions. Après aussi, ce qui est essentiel à travailler, c'est le conditionnement. Par exemple, on va privilégier autant que possible des palettes qui ne dépassent pas la hauteur des épaules. Pourquoi? Parce que dès qu'on va être au-dessus des épaules, nécessairement, les trapèzes deltoïdes vont être en difficulté. Parfois même la colonne vertébrale si vous êtes en hyper-extension pour aller chercher des charges en hauteur. Donc, et maintenant c'est de plus en plus fréquent, des structures disent non, moi je veux mes palettes qui ne dépassent pas la hauteur des épaules. Alors, évidemment, vos salariés ont des tailles différentes, mais c'est le principe qu'il faut avoir. Donc, on évite de dépasser une certaine hauteur pour limiter les contraintes posturales, pour récupérer les charges. On verra après pourquoi, parce que très vite, les contraintes au niveau du dos peuvent être fortes selon le poids de la charge. On verra ça juste après. Après, ce que l'on aime bien aussi
préciser, c'est de choisir des conditionnements qui sont dotés de moyens de préhension. Si vous avez une charge lourde sans moyen de préhension, il y aura forcément des contraintes posturales qui vont apparaître. Si vous mettez des poignées ou si des prises sont facilement accessibles ou vous avez des solides points de préhension sur les emballages, vous soulèverez plus facilement la charge. Vous la soulèverez toujours, évidemment, il y aura toujours cet effort pour la soulever, mais ce sera beaucoup moins contraignant que s'il n'y a pas du tout de poignée ou de moyen de préhension. Parce que vraiment, s'il n'y a pas de moyen de préhension, vous allez devoir prendre le carton ou la charge par en dessous, donc vous allez vraiment devoir vous courber, etc. Donc ça, c'est un point également qu'il faut avoir en tête, c'est les moyens de préhension. Aussi, et c'est déjà le cas pour certains produits, mais c'est qu'on va, plutôt que d'avoir un gros carton de 30 kg, peut-être que l'on peut envisager de séparer la charge et d'avoir 2 cartons de 15 kg. Ça fait une manutention supplémentaire, effectivement. Par contre, la charge, elle, est beaucoup moins forte et donc les contraintes au niveau du dos seront plus faibles. L'autre possibilité aussi, c'est éventuellement de porter la charge à 2. Ça peut être aussi une autre alternative. Mais je crois qu'on en parle après, excusez-moi. Pourquoi on parle de ça? C'est pour faciliter le transport des charges, limiter le risque de chute de la charge et d'endommagement du produit, mais également de réduire la fatigue physique par une diminution des postures contraignantes et de l'effort musculaire. Ce travail sur le conditionnement, ce n'est pas forcément évident, parce qu'effectivement, vous n'avez pas forcément la main dessus. Des fois, vous faites livrer les cartons de je ne sais quel pays ou de je ne sais quelle structure, et vous n'avez pas forcément la main là-dessus. Mais ça peut vraiment être un objet de discussion avec les fournisseurs pour que vous ayez des meilleurs cartons, les plus facilement préhensibles en tout cas. Ce qui peut paraître anecdotique, mais qui au final est source de contraintes également, c'est tout ce qui est petit matériel. Si vous n'avez pas le matériel adapté, vous allez devoir forcer beaucoup plus. Peut-être que si vous n'avez pas de cutter adapté, vous allez devoir arracher le film de la palette, alors qu'il y a des outils qui sont très faciles, très pratiques et qui fonctionnent très bien. Alors, on vous a mis 3 exemples de cutter, mais il y a le cutter à la lame rétractable qui est intéressant parce que ça va limiter les risques de coupure, c'est-à-dire que vous allez sortir la lame, vous allez couper, et dès que la lame va quitter le carton, la lame va se rétracter. Donc là, ça évite le risque de coupure. Il y a aussi des cutters pour couper les films plastiques. Donc c'est pour notamment tout ce qui est emballage de palettes. Donc ça évite d'avoir un ciseau, ça évite d'arracher à la main. Ça permet vraiment d'avoir un outil beaucoup plus facile à utiliser. Et pourquoi pas, si vous avez des lanières de cerclage, vous avez également des couteaux avec un bec de perroquet qui vous permettront d'attraper la lanière et de la casser beaucoup plus facilement que s'il y avait un cutter ou que s'il y avait un ciseau ou je ne sais quoi d'autre. Donc, il y a vraiment aussi une réflexion à faire. On a parlé de moyens de découpe, mais c'est vrai pour tout petit matériel. Il faut essayer de trouver le meilleur matériel qui soit le plus adapté aux tâches réalisées. Ça, c'est un exemple au niveau de la découpe. Alors, les 2 prochaines diapos sont plus ou moins similaires, en tout cas elles vont aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va stocker les produits en fonction de leur poids et de leur fréquence d'utilisation. Alors, il y a différentes zones. La zone verte, par exemple, c'est une zone où on va disposer les produits lourds et aussi les plus fréquemment utilisés. Souvent, on met les objets lourds en bas. Nous, on va privilégier de les mettre à hauteur parce qu'au moins, quand je vais la prendre, la charge elle sera forcément près de moi. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est que quand on porte une charge, quel que soit son poids, elle soit près du corps. Donc, si elle est lourde, d'autant plus pour vraiment bien répartir la charge sur l'ensemble du corps. Donc, la zone verte, c'est là où les produits sont lourds et où les plus fréquemment utilisés. La zone orange, on va dire que c'est une zone un peu moins fréquente et on va éviter de poser les produits lourds. Et la zone rouge, c'est plutôt les produits légers et peu encombrants et qui seront rarement manipulés. Ça, c'est l'ordre d'idées qu'il faut avoir et qu'il faut essayer de respecter autant que possible. Alors, pourquoi finalement? C'est qu'on constate que selon l'emplacement de la charge par rapport à vous, lorsque vous la manutentionnez, les contraintes seront différentes. Là, on a une charge de 10 kg, sauf la dernière image à droite qui est une charge de 15 kg. Mais si je mets une charge de 10 kg, si je porte une charge de 10 kg, finalement, je vais avoir une répercussion au niveau de mes lombaires
et ça reviendra à environ, j'aurai une pression au niveau de mes lombaires de 80 kg. Globalement, sans port de charge et debout, c'est 50 kg. Donc, au lieu d'avoir 50 kg, on passe à 80. Si j'éloigne ma charge un peu du corps, on va passer à 110 kg. Si je la porte au niveau des épaules, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on est déjà dans la zone orange sur le schéma précédent, on va passer à 150 kg. Ça veut dire que là, au lieu de 50 kg, on passe à 150, donc on multiplie par 3 les contraintes au niveau du dos. Si par contre elle est basse, c'est le schéma l'avant-dernière photo, si elle est basse, donc ça limite zone orange ou limite zone rouge, mais sur la partie basse du schéma précédent, on passe à 375 kg au niveau du dos. C'est-à-dire que là, les contraintes sont très fortes. Il faut les éviter autant possible. Et si la charge est positionnée très haut, c'est-à-dire qui nécessite une extension du dos, là, on peut passer également à 250 kg. D'où l'importance vraiment de positionner la charge en fonction de son poids, mais également de la fréquence d'utilisation. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais ça, c'est des points essentiels par rapport aux contraintes au niveau lombaire et le port de charge. Alors, je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup sur cette norme, mais la norme NFX3509, elle est très bien. Ça concerne les manutentions de charge. Ce qui est dit finalement, c'est que 5 kg, c'est top, en charge unitaire. On ne parle pas de tonnage journalier, on n'a pas calculé. Je crois qu'en tonnage journalier, on a 7 tonnes ou 7 tonnes et demie maximum par jour, si on est dans la zone jaune. Mais en charge unitaire, idéalement, c'est 5 kg. C'est-à-dire que c'est une contrainte avec un risque minimum. Après, la valeur maximale acceptable, elle passe à 15 kg. Et après, il y a une autre valeur qui est de 25 kg, qui est la valeur maximum qui serait intéressant de ne pas dépasser. Ce que vous constatez peut-être là, c'est qu'on ne différencie plus homme ou femme. C'est la même chose pour tout le monde, ce qui est un peu différent par rapport au code du travail. Donc là, il n'y a pas de différenciation. Il faudrait éventuellement se rapprocher des 15 kg. Donc encore une fois, si vous avez 30 kg à porter, soit vous la portez à 2, soit vous essayez de voir s'il n'est pas possible de la scinder en 2 et d'avoir 2 charges de 15 kg. L'idée n'est pas de les porter en même temps, mais bien séparément. Cette norme-là est intéressante parce qu'elle met en place des facteurs aggravants. Je vous en donne quelques exemples, mais on revient sur la même chose, c'est-à-dire l'auteur de l'application de l'effort. Est-ce que je la porte haut ou bas? Est-ce que je me déplace longtemps, inférieur à 2 mètres, entre 2 et 10 mètres ou supérieur à 10 mètres? Est-ce que j'ai des poignées ou des moyens de préhension? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que j'adopte des postures contraignantes? Est-ce que j'aurai une profondeur de rack, par exemple, ou de rangement qui sera importante, supérieure à 40 cm, ce qui va nécessiter de me pencher vers l'avant? Est-ce qu'il y aura des contraintes thermiques, acoustiques, etc.? Est-ce que le sol sera en bon état? Est-ce que je serai sous contrainte de temps également? Ça, c'est important. Si j'ai peu de marge de manœuvre, si j'ai une contrainte de temps qui est forte, je ne ferai pas les bons gestes et les bonnes postures. Je ne me baisserai pas pour prendre une charge. Je vais aller vite, je vais l'attraper comme je peux et je vais me dépêcher. Donc, c'est important que les opérateurs aient le temps de faire les choses. Ça ne sert à rien de dire « fais les bons gestes et les bonnes postures » si, au niveau du timing, il ne peut pas le faire. Aussi, il y a tout ce qui est répétitivité et la multiplicité des tâches, bien évidemment. Plus vous allez répéter ces gestes-là, plus les contraintes seront fortes. Voilà un petit peu l'élément que je voulais aborder sur la norme NFX3509 sur les manutentions de charge. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Alors, deux petites illustrations également. On évite, pour reprendre un petit peu d'autres éléments qu'on a pu dire avant, on évite de stocker des choses en dessous de 40 cm pour éviter d'avoir trop de contraintes posturales. Par contre, ce qui est important dans tous les cas, c'est que vous ayez des largeurs d'allée suffisamment larges pour permettre aux personnes de fléchir les jambes et donc de ne pas contraindre le dos. Donc ça, c'est ce que montre l'image de droite, en haut à droite, pardon. C'est vraiment important de pouvoir avoir suffisamment d'espace pour pouvoir se baisser avec ses jambes. Pour les zones les plus hautes, alors on a vu qu'il fallait, c'était des choses qui étaient peu fréquemment utilisées, mais malgré tout, quand vous devez aller sur les surfaces en hauteur, il faudrait utiliser une PIRL, donc c'est une plateforme individuelle roulante qui est sécurisée et qui permet de travailler
selon les normes, en fait. Il faut vraiment, normalement, avoir ce type d'outil-là, ce qui permet d'éviter le risque de chute. Donc, dès qu'on travaille en hauteur, normalement, on utilise ce type d'escabeau, si vous voulez, sécurisé. L'idéal encore est de ne pas avoir de stockage en hauteur, en tout cas au-dessus des têtes, au-dessus des épaules. Alors, il peut y avoir une chaîne derrière, effectivement, pour sécuriser cette plateforme, effectivement. Alors, la diapo a mis un peu de temps, à charger. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Cette diapo-là, alors on est sur la vente, là, par exemple, hein, mais on est sur du siège assis debout. Et c'est vrai qu'on aime bien le proposer. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'activités où on passe du stockage à la vente. Et on aime bien proposer ce siège assis debout parce que dès que l'on s'assoit, on va soulager 60% du poids du corps. C'est-à-dire que quand je suis debout, je porte effectivement 60% de mon poids. Mais quand je m'assois, le siège, il va récupérer 60% du poids du corps. Donc, on va limiter grandement les efforts pour maintenir la position de travail assis debout. Donc, c'est un moyen de récupérer et de limiter les contraintes liées à la position debout. Parce que la position debout, ça va créer des problèmes. Si elle est prolongée, ça peut générer des douleurs au niveau du dos, au niveau des jambes, etc. Donc, cette position assis debout est intéressante. Il y a plein de solutions d'assises. On n'en a mis que 2, mais il y en a tellement d'autres. Ce qui est surtout important aussi par rapport à ça, c'est pouvoir le tester. Par rapport à votre caisse, éventuellement. Parce que si vous êtes sur une caisse, il faut bien s'assurer qu'il y a un passage pour les jambes, etc. Encore une fois, au niveau de la zone de vente, ce qui peut être intéressant, en tout cas ce qui est vivement conseillé, c'est d'avoir des chaussures qui soient légères, souples, respirantes, avec un bon amorti au talon et un confort thermique, donc ça revient également à la respiration de la chaussure. Et éventuellement, une coque pour protéger vos pieds, si ça le nécessite. Parce qu'effectivement, il faut parfois que les chaussures soient renforcées au niveau du coup de pied pour protéger en cas de chute de carton, etc. Il existe plein de chaussures. La chaussure qu'on vous montre ici, c'est une chaussure de type basket. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont souvent appréciées de par leur légèreté, de par leur souplesse. Et donc, ça permet vraiment d'être un bon compromis. Parfois, il y a des règles. Les personnes sont obligées de mettre, pour les femmes, des chaussures à talons ou je ne sais quoi. Et effectivement, on verra après qu'on aime bien ne pas dépasser 2 cm de talon pour que ce ne soit pas trop contraignant pour le dos par la suite. De manière générale, alors là je vais vous lire la diapo, hein, mais c'est finalement porter des chaussures qui ne modifient pas la forme du pied. C'est choisir aussi des chaussures qui maintiennent le talon en place. De porter des chaussures qui permettent de bouger les orteils. Donc des chaussures trop étroites, ce sera à éviter, donc sinon ça va causer des douleurs. On va porter des chaussures idéalement à lacets pour avoir une bonne tenue. On va éviter les chaussures plates, mais on va éviter les grands talons. Et c'est pour ça que finalement le talon qui serait le plus adapté, ce sera entre 2 et 2,5 cm, environ 1 pouce. Je continue, même si je vois qu'il y a Marie Keinec qui veut poser une question, donc je répondrai à la question ou mes collègues répondront par la suite. Également, d'autres alternatives, mais qui sont à prendre en considération, c'est pourquoi pas les semelles anti-fatigue, qui vont absorber les chocs, qui vont diminuer la douleur ressentie, qui vont réduire la fatigue musculaire en fin de journée, pourquoi pas, voire éventuellement des bas de compression, des bas de contention. Donc voilà, l'idée est bien là. Après, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces solutions-là ne sont pas forcément les solutions à privilégier. Il faut vraiment envisager l'organisation du travail, l'alternance posturale, avant de partir sur ces solutions-là. Elles sont très intéressantes, mais il faut vraiment penser avant tout à l'organisation du travail et après à ces solutions éventuellement complémentaires. Ça, je dirais vraiment que ce sont des solutions complémentaires. Eh bien, au revoir, Madame Marie Keinec. Et vous pourrez effectivement regarder la fin en replay. Dans la même lignée, le tapis anti-fatigue, qui peut être intéressant, mais qui peut encombrer les zones de passage. Donc, ça dépend vraiment de l'agencement de
de votre magasin, de votre entrepôt, etc. Les meubles de caisse, encore une fois, est-ce qu'il y a de l'espace sous les meubles pour pouvoir vraiment placer ses jambes? Attention à la hauteur de l'écran, puisque la recommandation, c'est de placer le haut de l'écran au niveau des yeux. Alors parfois, c'est un peu plus bas pour garder un visuel sur la clientèle. Et par contre, avoir un plan de travail qui permet de travailler à 90 degrés au niveau de vos bras. Et enfin, je crois que c'est une des dernières diapos, excusez-moi, de mémoire. Ah non, il y en a encore quelques-unes, excusez-moi. Les caisses tactiles. Ce qui est intéressant sur ces caisses tactiles, parce que c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus ces caisses tactiles, ces écrans tactiles. Il faut vraiment que l'écran soit réglable en hauteur pour vraiment le positionner. Alors, réglable en hauteur et en distance pour vraiment pouvoir le rapprocher et toujours être à distance de confort. Donc ça, c'est vraiment aussi essentiel que cet écran puisse être ajusté en fonction de vos collaborateurs. Les douches à scan, souvent on voit ça aussi très régulièrement, toujours obligé de biper. Idéalement, c'est d'avoir un support fixe pour que ce se fasse automatiquement. Il y a même des caisses automatiques, hein, donc il y a plein d'autres solutions. Mais le bip, on le voit très régulièrement. C'est souvent intensif parce que la personne qui est en caisse, elle fait que ça. Dans ces cas-là, elle est dessus. Et là, ça peut vraiment être une source de contrainte. Donc, il existe des bips automatiques qu'il faut vraiment essayer d'automatiser, de généraliser. Les zones d'atteinte. Alors, globalement, on va dire que tout ce qui est utilisé fréquemment, c'est la longueur d'un avant-bras. Et ce qui va être utilisé un peu moins fréquemment, ça va être la longueur d'un bras. Finalement, vous faites un arc de cercle et vous regardez tout ce que vous pouvez toucher, tout ce que vous pouvez atteindre, et vous allez ajuster en fonction de la fréquence d'utilisation. Si c'est vraiment tout le temps utilisé, vous allez le rapprocher. Si c'est peu fréquemment utilisé, ce sera la longueur d'un bras. Mais vraiment, faites attention à ça. Tout ce qui est fréquemment utilisé, c'est dans les zones d'atteinte, c'est-à-dire que j'ai juste à tendre le bras et je l'atteins. Sinon, il va y avoir des contraintes posturales, des flexions de dos qui vont être source de contraintes au niveau des lombaires et ça crée une usure qui peut être assez dommageable pour la fin de carrière, même avant d'ailleurs. Et enfin, et là par contre, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est effectivement le besoin d'avoir un logiciel adapté à votre activité. Donc, il faut vraiment que vous ayez des bonnes fonctionnalités qui soient cohérentes avec votre activité, avec vos produits, qui soient faciles à utiliser, etc. Avant de passer aux versions organisationnelles, est-ce que vous avez des questions sur les parties présentées par Mathieu par rapport aux bonnes pratiques techniques? Dites-nous dans le chat et puis ensuite on avancera dans la présentation. Merci beaucoup Mathieu pour cette partie. Dites-nous dans le chat si c'est bon pour vous. On avance, c'est clair. Eh bien, écoutez, on avance du coup. Je vais vous présenter la partie, le versant organisationnel, les bonnes pratiques organisationnelles. Alors, l'alternance posturale, c'est quelque chose d'assez important. Limiter les temps de maintien statique des postures prolongées, notamment par la rotation des tâches. Il faut savoir que toute posture prolongée n'est pas bonne pour la santé et il s'agit de varier les sollicitations musculaires et de varier les sollicitations articulaires et musculaires. La rotation des tâches permet ça, mais il faut aussi maîtriser les différentes étapes de l'activité par des formations adaptées. Des fois, il y a une polyvalence qui est souhaitée, qui est appliquée, mais des fois, il y a certaines versions de l'activité qui sont moins maîtrisées par les opérateurs et il faut veiller à ce qu'ils savent tout faire. Ensuite, définir les missions à travers les fiches de poste pour donner un cadre et des repères à l'activité. L'échauffement, c'est une bonne pratique dont on entend souvent parler. C'est tout à fait possible de mettre en place un échauffement des salariés comme une dizaine de minutes tous les matins. Il y a une petite vigilance par rapport à cette pratique. Le risque étant de faire des mauvais gestes. Tout l'objectif de cette bonne pratique est d'avoir un salarié ou un prestataire, même c'est encore mieux, un salarié référent qui est formé et régulièrement formé pour éviter que les bonnes pratiques disparaissent progressivement et que des mauvais gestes s'installent dans la durée. Et là, les gens risquent de se faire mal avec d'éventuels risques d'accident du travail. Donc, l'échauffement, oui, dans un certain cadre et quelques vigilances.
Faire des pauses assises, ça c'était en lien à ce qu'a présenté Véronique Lepellec en début de webinaire. Les troubles musculo-squelettiques, ça vient d'une sursollicitation de l'organisme avec une période de récupération insuffisante. Et donc là, faire des pauses assises, ça permet d'avoir une période de récupération, surtout pour les personnes dans les commerces non alimentaires qui sont souvent debout, avec une posture debout prolongée et notamment avec aussi pas mal de piétinement, c'est-à-dire faut bien faire la distinction entre le piétinement et la marche. Le piétinement, c'est une marche, une forme de marche, mais beaucoup plus lente et sur des espaces beaucoup plus réduits, ce qui peut aussi amener une forme de fatigabilité. Ce qu'il faut aussi essayer de privilégier, c'est faire des pauses courtes. Il vaut mieux multiplier des petites pauses que faire peu de pauses, mais des pauses plus longues. En termes de récupération, il vaut mieux multiplier les pauses courtes, c'est plus efficace. Même si, effectivement, dans l'organisation du travail, c'est pas toujours possible, mais on y reviendra après par rapport à la marge de manœuvre. S'étirer, les étirements occasionnels aussi sont bons pour alléger le poids sur la colonne vertébrale, un peu à l'image du personnage sur la petite icône. Je crois qu'on y reviendra après, je suis pas sûr. Attention aux étirements, il faut pas trop forcer non plus pour ne pas se faire mal. En termes d'organisation, ça peut parfois être nécessaire d'échanger régulièrement avec la centrale pour faire remonter un certain nombre de dysfonctionnements ou en tout cas quand il y a des difficultés de conditionnement des produits. C'est-à-dire que souvent on voit la livraison de palettes qui sont très très hautes, qui dépassent la taille d'une personne et donc avec les bras en suspension pour aller chercher des cartons en hauteur et qui peuvent aussi être lourds. Ça peut être aussi la répartition du poids dans les différents colis. Un colis qui va être très léger parce qu'à l'intérieur, ça va être du matériel léger et d'autres colis qui vont être extrêmement lourds. C'est essayer de répartir aussi le poids des colis. Ça, c'est des petits exemples. Ça peut être le conditionnement. Tout à l'heure, ça peut être la forme des cartons, la forme du pliage des cartons. Ça peut être très important pour avoir des prises ou aussi parfois pour en faciliter le conditionnement. Donc ça, la centrale peut souvent identifier des pistes d'amélioration vis-à-vis de ça. En tout cas, c'est important de remonter les différentes idées ou les différents dysfonctionnements que vous pourrez identifier. La marge de manœuvre et l'autonomie, ça c'est important de laisser une marge de manœuvre et une autonomie, une latitude temporelle aux salariés pour avoir une forme de flexibilité qui puisse varier les tâches difficiles avec d'autres types de tâches, pas faire que des tâches difficiles toute la journée, par exemple, en tout cas qui sont identifiées comme telles. On revient à la polyvalence et à la rotation des tâches qu'on vient d'évoquer. Et ça permet aussi aux salariés que s'ils ont un petit coup de fatigue qui est ressenti, une forme de fatigabilité et qui ressentent la nécessité d'avoir un temps de récupération, et bien d'avoir une marge de manœuvre et une latitude temporelle permet aux opérateurs de pouvoir en bénéficier plus facilement et par exemple de s'asseoir quelques petites minutes avant de retourner à son activité. Également, les horaires de travail, la visibilité sur les plannings. Parfois, les opérateurs, en fonction de l'organisation des magasins, peuvent avoir une visibilité de leur planning seulement, par exemple, sur la semaine, ils arrivent le lundi ou le vendredi, ils ont le planning seulement de la semaine prochaine avec une courte visibilité, avec des plannings parfois qui peuvent être changeants en termes d'horaire, du coup en termes de réadaptation, et aussi par rapport à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, d'avoir une visibilité des plannings courtes, ça limite aussi l'organisation de la vie personnelle des personnes, par exemple, s'ils veulent prévoir des choses, certains week-ends, etc., ou en tout cas vis-à-vis des temps de récupération. Ensuite, l'aménagement des locaux. On va voir comment. Alors, si vous avez des questions également dans le chat, n'hésitez pas. L'aménagement des locaux, l'aménagement du magasin, là surtout, et puis aussi des espaces de stockage derrière. Mathieu en a parlé tout à l'heure, je vais y revenir de façon très brève avec la circulation fluide, les espaces de circulation dans les magasins et dans les réserves, en libérant les allées. Ce qu'il faut, c'est un maximum d'éviter les obstacles. Les marchandises qui dépassent du rayonnage, c'est exactement la même logique. Éviter les inégalités de surface.
harmoniser les zones avec différents niveaux. C'est les rampes que Mathieu a évoquées tout à l'heure. C'est s'il y a des escaliers, des petites butées, il peut y avoir des risques de chute. En parlant des risques de chute, c'est aussi le sol antidérapant et propre, parce que dans l'activité des commerces non alimentaires, il y a beaucoup de déplacements. Et donc, il faut les faciliter au maximum et d'avoir un minimum de contraintes vis-à-vis de ces déplacements. En plus, pas seulement de la marche lors des tâches de vente, de conseil, etc., mais aussi pour faire les allers-retours dans les réserves et donc des déplacements avec des ports de charge parfois. Ensuite, le mobilier doit être adapté aux tâches, aux formes et au volume des produits. Ça, il n'y a pas de souci. Pas mettre les produits trop hauts, ce qu'on peut aussi parfois appeler des casquettes, mais ça arrive moins dans les commerces non alimentaires. En tout cas, mettre des choses très hautes au-dessus de la taille d'une personne, ça peut être sollicitant avec les bancs en suspension. L'éclairage. On mesure l'éclairage en termes de luxe, on l'estime entre 300 et 500, un éclairage moyen pour des activités de manutention ou de caisse. Dans les magasins, c'est pas facile, il y a pas toujours de lumière naturelle, même souvent c'est quand même assez peu fréquent de la lumière naturelle, surtout dans les zones commerciales. Donc la privilégier dans la mesure du possible, mais bon, quand il n'y a pas de lumière naturelle, il peut pas y en avoir. Éviter les zones d'ombre, ça c'est aussi pour éviter les contrastes qui peuvent amener une forme de fatigabilité oculaire. Et utiliser bien sûr des éclairages non éblouissants et adaptés à l'activité. Le bruit, limiter le volume sonore si fond musical. Dans certains magasins, il y a des fonds musicaux, des fonds sonores qui sont très élevés. Éloignez-vous de ces sources de bruit pour mieux communiquer. Si vous devez parler fort pour vous faire entendre d'un collègue, c'est très mauvais signe, c'est que vous devez couvrir les nuisances sonores de votre environnement. Et donc, c'est quand même un indicateur de bruit important. Il faut baisser le volume sonore dans la mesure du possible s'il y a du bruit. Vous pouvez aussi réaliser un traitement acoustique des locaux. Là, par exemple, c'est l'image que vous voyez en bas à droite. Ça, c'est l'entreprise Texa qui a mis des baffles acoustiques suspendus et ça permet de contribuer à l'absorption du bruit et d'en diminuer les intensités sonores de votre ambiance de travail. Alors, ça fait pas forcément des miracles, mais un aménagement, un traitement acoustique, en plus d'autres solutions, tout ça se complète et arrive à contribuer à la diminution d'une ambiance sonore qui peut être un peu élevée. Ça aussi, la nuisance sonore, c'est ma collègue Véronique qui vous l'a évoqué tout à l'heure. Le bruit aussi amène une forme de tension musculaire. Et donc, il y a un impact aussi sur les troubles musculo-squelettiques. Enfin, je vais terminer ma partie sur l'ambiance thermique et notamment le risque de courant d'air dans les magasins et surtout au niveau des caisses. Ça arrive, c'est quand même des choses qui sont assez fréquentes. Pour ça, les locaux doivent être isolés, chauffés pendant la saison froide, etc., une température ambiante, mais surtout, vous pouvez installer des doubles sas pour éviter les courants d'air, pour maintenir une bonne ambiance sonore à l'intérieur du magasin et que les intempéries puissent rester à l'entrée, et aussi une installation d'un rideau d'air qui projette un courant d'air chaud vers le bas et ce qui permet de couper l'entrée par exemple des courants d'air froid vers l'extérieur et de préserver l'ambiance thermique à l'intérieur du magasin. C'est ce que vous ressentez quand vous rentrez dans un magasin, vous sentez parfois un petit air chaud quand vous rentrez dans la porte, c'est ce qu'on appelle un rideau d'air. Et bien sûr, entretenir le chauffage, la climatisation, les portes coulissantes et l'aération. Il y a un taux de renouvellement d'air dans les locaux qui est normé normalement, tout ça dans les magasins. C'est assez fréquent. Avant de passer de l'aide auprès des salariés, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je laisse la main à ma collègue Ariane Bruyot, que j'active tout de suite en tant qu'animateur. Ariane, tu peux maintenant activer ton matériel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, on est là aussi pour ça. On prendra un petit temps d'échange aussi sur la fin. Ariane, j'ai activé ton poste. Alors, c'est peut-être l'autre poste, excuse-moi. Je t'ai activé toi. Hop, je viens de me rendre compte de ce que j'ai fait. J'active le poste principal. Là, normalement, ça devrait être bon pour vous. Ok. Merci Aurélien.
Je vais maintenant aborder la partie action concrète auprès des salariés. Donc, ce qui reste quand même, le salarié reste quand même acteur de sa prévention. Donc, important de sensibiliser le salarié par rapport à la prévention. Il faut le rendre responsable et c'est lui qui aura un rôle de veille et d'information par rapport à son poste de travail et aux choses qui fonctionnent aussi. L'astuce posturale, donc il est important, comme ont dit mes collègues depuis le début de cette présentation, les astuces posturales, donc très important à avoir en entreprise. C'est aussi le rôle des encadrants, de la direction, de faire en sorte que les salariés aient de bonnes astuces. Hein, donc il faut communiquer sur ces astuces. Comment soulever, par exemple, là on a le schéma qu'on a sous les yeux, c'est comment soulever une charge, donc on vous donne des indications, donc comment se placer, comment plier les jambes et surtout comment remonter la charge tout en gardant la charge près de vous et se relever à la force des jambes et transporter, donc le transport de charge bien rapprocher, donc tendre les bras près du corps pour tenir la charge, pour éviter de se faire mal. Encore une fois, les astuces posturales vont éviter les accidents, vont éviter des maladies professionnelles, vont éviter des arrêts maladie et encore une fois, comme on l'a dit au début, vont éviter surtout un coût à l'employeur. Alors, une autre astuce, donc comment ramasser une charge légère au sol, donc utiliser le balancier, donc avec la jambe en arrière, on va se lever en même temps que le tronc va s'incliner. Hein, donc, ce sont des astuces, donc le schéma vous permet d'avoir une idée de comment on va se positionner. Utiliser le bras en avant. La jambe en arrière, elle est tendue et la jambe avant est légèrement fléchie avec la main apposée sur la cuisse. Hein, donc, pour avoir un appui et en même temps, on se penche pour aller prendre la charge. Utiliser, en dernière proposition, utiliser la position du chevalier. Le genou de la jambe va être par terre. Le genou va se reposer au sol et celui de la jambe avant est fléchi au sol pour avoir, encore une fois, une bonne posture, avoir un tronc qui va permettre de prendre la charge dans des bonnes conditions. Les mouvements à éviter, donc à gauche, hein, donc les mouvements à éviter. Éviter de prendre une charge, voilà, et puis de faire une torsion, une rotation du corps. On va éviter la flexion du dos. Hein, on ne va pas se courber et se plier les jambes pour prendre une charge au sol. Hein, on va utiliser les astuces qu'on vous a données précédemment sur les diapos précédente. Attention aussi à la brutalité du geste, hein, donc on évite de se précipiter. C'est vrai que dans les métiers, donc on a tendance à faire vite, donc on va surtout éviter de faire trop vite, à la brutalité des gestes, surtout la rapidité des gestes. On va essayer de prendre son temps et d'avoir des bonnes postures pour éviter justement des problèmes de santé après. Je laisse la parole à Aurélien qui va prendre le relais. Merci Ariane. Alors, je vais vous présenter, informer et sensibiliser les collaborateurs, notamment avec les formations PRAP. C'est une modernisation, on va dire, de ce qu'on connaissait avant, des formations gestes et postures. Les formations PRAP donnent des conseils qui prennent davantage en compte les situations de travail réelles, mais comme toute formation, sensibilisation, des temps de recyclage réguliers restent nécessaires. Donc là, les formations PRAP, en général, c'est assez incontournable. Vous pouvez aussi réaliser des réunions d'équipe. Les réunions d'équipe, idéalement animées par des encadrants. On l'a vu tout à l'heure que l'engagement et l'investissement des encadrants dans une démarche de prévention, c'est fondamental. Un encadrant peut, par exemple, distribuer de la documentation ou sensibiliser sur les TMS, rappeler régulièrement des bonnes pratiques, un peu celles qu'on a vues tout à l'heure, des petits rappels réguliers.
Également, dans ces réunions d'équipe, ce qui est très intéressant, c'est les échanges entre les opérateurs, entre les salariés, notamment dans l'échange de stratégies et des bonnes pratiques, afin que l'activité des uns et des autres puisse s'enrichir de l'expérience des autres. Et aussi, ça permet d'impliquer les salariés dans la recherche de solutions, puisqu'on peut faire remonter un certain nombre de dysfonctionnements et de proposer des pistes d'amélioration. Et d'ailleurs, souvent, les pistes d'amélioration, les actions concrètes viennent énormément des opérateurs, viennent énormément des salariés qui ont une excellente connaissance du travail réel. Donc, ça peut faire remonter un certain nombre d'idées, il faut absolument l'exploiter. Également des réunions d'équipe en présence d'un partenaire externe qui peut expliquer ce que sont les troubles musculo-squelettiques. C'est un peu ce qu'on vient de faire. Par exemple, les entreprises peuvent tout à fait solliciter Horizon Santé Travail pour intervenir et faire quelques petites explications. Présenter les bonnes pratiques quotidiennes, rappeler ce qu'on vient de voir tout à l'heure, versant salarié. Ariane, je sais pas de ton côté, mais l'ordinateur, ton image est en train de tourner. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire sur votre ordinateur. Également, Mathieu, je t'ai désactivé, mais tu apparais toujours. Ensuite, sur la formation professionnelle, il y a une formation, la formation professionnelle reste nécessaire pour monter les salariés en compétences. Par exemple, dans le cadre de maintien en emploi également. Et ça permet aussi de maintenir la connaissance des salariés, notamment des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de travail, des nouvelles pratiques sur lesquelles il faut également s'inspirer. En termes de formation professionnelle, quelques structures que vous connaissez déjà, on ne va pas revenir dessus. Ensuite, des supports de communication pour sensibiliser vos salariés, pour sensibiliser vos collaborateurs. Alors, il y a un certain nombre de listes de documents à votre disposition, mais là, c'est vraiment à destination des encadrants. Il n'y a pas énormément de choses qui sont à destination des salariés dans le commercial non alimentaire, à destination des encadrants qui vous permettront d'y voir plus clair dans ce qu'on vient d'évoquer ou d'approfondir ou d'aller plus loin. Vous avez l'excellent document de la CRAMIF, qui est un petit fascicule, les commerces de proximité, aide au choix des équipements de manutention. On va y revenir juste après. Ensuite, il y a un manuel d'ergonomie en 128 points, où vous pouvez retrouver un certain nombre de bonnes pratiques générales, mais qui peuvent fortement vous inspirer dans ce secteur également. Il y a un guide d'ergonomie pour les pharmacies des établissements de santé avec un certain nombre de rappels qui peuvent inspirer les pharmacies, puisqu'il y a un certain nombre de tâches qui sont partagées avec le commerce non alimentaire. Le site internet de la CRAMIF TMS Pro est absolument incontournable. TMS Pro, notez bien que c'est au pluriel. Ma collègue après va y revenir et va développer un petit peu à quoi correspond la démarche TMS Pro. Mais c'est vraiment quelque chose de très très important et on y reviendra un peu plus en profondeur par la suite. Également, on a développé un livret de 12 pages que vous pouvez retrouver sur notre site internet horizonsantétravail.fr dans la rubrique documentation. Vous allez retrouver toute nos documentations et en cherchant un petit peu, vous allez trouver ce fascicule, ce livret de 12 pages qui reprend les grandes lignes de cette présentation qui en fait une synthèse assez claire et assez synthétique. Je vais redonner la main à Ariane pour les partenaires de la prévention. Ariane, je viens d'activer ton poste. Normalement, tu devrais pouvoir reprendre la main. Alors, Ariane, le poste avec Clotilde et Véronique. Le second poste, je viens de vous activer. Je ne sais pas de votre côté. Dites-moi dans le chat si vous avez un petit problème technique. Il y a une écriture dans le chat. Il y a peut-être un petit problème technique. Mais on va le résoudre sans difficulté. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Décrivez-moi un petit peu ce qui ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez monter dans mon bureau. Hein. Comme ça, on fera la présentation d'ici. Pour ceux qui ne sont pas dans nos locaux, on est juste à quelques pas dans les bureaux. Ça peut être quelque chose de très, très rapide. Alors, évidemment, il y aura une petite minute d'attente. Peut-être rafraîchir. Axe micro et image mouline. Alors, effectivement, axe micro et image qui mouline, il faut rafraîchir. Mathieu a tout à fait raison. Rafraîchissez.
Et si ça ne marche pas, montez dans mon bureau. On teste 30 petites secondes. La petite flèche qui tourne, ouais, je pense qu'il faut rafraîchir. Rafraîchissez. Si ça ne va pas, revenez dans mon bureau. Vous pouvez me joindre, il y a de la place ici. Je suis désolé pour ceux qui nous attendent. C'est les aléas du direct. Mais ça ne va vraiment pas prendre beaucoup de temps. On n'est pas animateur. Et effectivement, vous avez rafraîchi et vous êtes passé hors animateur. Alors, je viens de vous activer. Là, normalement, ça devrait peut-être marcher. Et voilà, bienvenue Ariane. Désolée. La technologie, merci. Alors, je vais aborder avec vous la partie partenaire de prévention. Effectivement, donc, nous avons la prévention, mais il y a aussi à côté des partenaires qui sont là pour aider les entreprises dans le cadre de la prévention. Parmi les partenaires, nous avons des partenaires en interne, hein, c'est en interne de l'entreprise. Il y a les acteurs, donc il y a l'employeur. Comme on voit si bien, l'employeur, donc c'est l'acteur principal là, de la mise en place de la prévention. Il y a le salarié qui est acteur de sa prévention, donc qui a tous les éléments concernant ses difficultés sur le poste, les missions, etc. Et bien entendu, le médecin du travail qui a un rôle très important aussi à jouer parce que c'est le médecin du travail qui va faire le lien entre le salarié qui aura des connaissances des difficultés du salarié, des restrictions de la pathologie du salarié, mais aussi des possibilités avec l'employeur, des possibilités de mettre en place des choses dans le cadre de la prévention ou de réfléchir à d'autres postes, toujours en tenant compte des problématiques du salarié. Donc, le médecin du travail, dans ce cadre-là, reste un acteur aussi important autant que l'employeur et le salarié. Le CSE et les délégués du personnel, donc ce sont des personnes aussi qui vont être consultées lors des décisions de prévention, lors des décisions d'aménagement, etc., des choses qui vont se faire en entreprise. Ce sont des décisions qui vont être prises dans le cadre de groupes de formation, de groupes de décision qui vont être prises pour améliorer les conditions de travail des salariés. Donc, en amont, bien entendu, la prévention, de préférence, on le fait en amont pour éviter toute complication, pour éviter des problèmes de santé, pour éviter des inaptitudes ou des restrictions médicales. Donc, effectivement, en amont, on contribue mieux à la protection des salariés et à l'amélioration des conditions de travail. Le service de santé au travail, donc on y revient, l'autre acteur de la prévention. Le médecin du travail donc, est entouré, Aurélien, en début de présentation, vous a présenté la médecine du travail. Donc, on revient au médecin du travail qui est entouré de son équipe pluridisciplinaire et qui va solliciter son équipe selon les besoins, selon les demandes des entreprises, va solliciter les acteurs, les préventeurs de son équipe pour accompagner les employeurs dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous tourner vers votre médecin du travail qui aura ce rôle de solliciter son équipe pour vous accompagner. Et bien entendu, donc, nous avons aussi, en dehors de ça, nous avons d'autres prestations à votre service. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site Horizon Santé Travail. Donc, ces prestations, nous avons les troubles musculo-squelettiques, nous avons les risques psychosociaux, le document unique, les risques chimiques ou les accidents du travail. Donc, c'est des prestations, ça peut être des prestations individuelles ou des prestations collectives, hein, donc en entreprise. Nous sommes vos interlocuteurs privilégiés lorsque vous êtes confrontés à une problématique liée à la prévention, à la préservation de la santé de vos salariés et au maintien de l'emploi. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir vers nous. Alors, Aurélien l'a abordé tout à l'heure, des outils. Donc, nous avons des partenaires donc, dans le cadre de la prévention, mais à côté, il y a des outils aussi qui sont à la disponibilité des entreprises. Équipe Manu est l'un des outils que vous trouverez en ligne. N'hésitez pas à aller sur le lien
vous avez là le lien pour pouvoir accéder à cet outil qui est un outil d'aide au choix des équipements de manutention dans le cadre de la réception des marchandises dans les commerces de proximité. Voilà, le lien vous permettra d'avoir connaissance de plus d'informations. L'équipe Manu a pour objectif d'identifier les contraintes de votre activité grâce à une analyse, de produire un cahier des charges et à remettre aux fournisseurs, mais d'aider aussi au choix de vos équipements de manutention, au choix adapté des équipements. Équipe Manu vous permet de réaliser une auto-évaluation en ligne de vos contraintes afin de choisir parmi une sélection proposer un équipement de manutention adapté au commerce de proximité alimentaire ou non alimentaire. Donc voilà, vous avez un dépliant d'équipe Manu, donc vous aurez plus d'informations sur le site. Les aides financières, donc là, on va parler des aides financières qui sont à la disposition des entreprises. Les aides financières, nous avons les aides de la CRAMIF, donc que tout le monde connaît. C'est des aides pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ces aides sont plafonnées à 25 000 €. Ce sont des aides pour les TMS Pro Diagnostic, par exemple. Ces aides permettent d'identifier et maîtriser les risques des TMS. L'aide peut être financée à hauteur de 70% de la formation d'une personne ressource dans l'entreprise et ou de la réalisation d'une étude ergonomique débouchant sur un plan d'action. Donc, cette aide peut être utilisée de deux manières. Vous avez aussi une aide qui, à hauteur de 50%, qui vise à l'achat de matériel et ou équipements pour réduire les contraintes physiques. Donc, ces aides paraissent sur le site de la CRAMIF. Vous pourrez avoir accès à plus d'informations. Le SAMET qui est maintenant porté par le Cap Emploi, comme vous voyez sur le logo en bas à droite. Le SAMET, le Cap Emploi, sont des prestataires, des structures qui sont financées par la GFIP et ce sont des services que vous retrouvez sur chaque département de France et ça dépend des entreprises du département. Donc, les entreprises, par exemple, du 92 vont solliciter le Cap Emploi, le SAMET et la GFIP du 92 pour bénéficier de ces aides. Ces aides concernent des salariés, c'est des entreprises qui ont en interne des salariés en situation de handicap, qui ont une reconnaissance, ces salariés doivent avoir une reconnaissance en la qualité de travailleur handicapé ou une démarche qui est en cours avec un accusé de réception. L'employeur peut solliciter, l'accusé de réception, de la demande de RQTH, l'employeur peut solliciter les prestataires pour avoir des aides. Ces aides peuvent être saisies directement par l'employeur, par le médecin du travail, par le salarié, par exemple, pour une aide pour les prothèses auditives, c'est le qui fait directement la démarche auprès de la GFIP pour être aidé financièrement. Et il y a d'autres partenaires aussi médicaux qui peuvent aussi accompagner les salariés dans le cadre d'une démarche d'aide financière auprès de la GFIP. C'est un service gratuit. Donc, il n'y a pas tout le monde peut avoir accès à ces services. C'est un service gratuit et ça permet de mobiliser aussi. C'est pas uniquement des aides financières, mais on peut aussi via la GFIP avoir des aides de formation pour que les salariés maintiennent leur poste de travail en entreprise pour éviter le licenciement en entreprise. Voilà, je vais passer la main à ma collègue Clotilde qui va aborder le sujet suivant. Merci pour votre attention. Donc, vu le contexte actuel, il nous a semblé important de faire un aparté sur le coronavirus et l'impact pour les entreprises. C'est vrai que pour ouvrir après le confinement, les commerces non alimentaires ont dû s'adapter. Et ces adaptations étaient nécessaires pour, d'une part, accueillir les clients dans de bonnes conditions et d'autre part, assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Donc, ce contexte déjà impose une évaluation des risques d'exposition au Covid-19 et la mise en place de mesures de prévention.
On va commencer par la mise à jour du document unique, qui est un document obligatoire. C'est le Code du travail qui impose ce document et qui doit être régulièrement mis à jour. Donc là, le contexte impose vraiment sa mise à jour. On va identifier toutes les situations à risque de contamination par le coronavirus, donc les risques de contamination directe, c'est-à-dire par le contact avec une personne contaminée, ou contamination indirecte par le contact avec des objets ou des surfaces contaminées. De cette évaluation vont découler un plan d'action. Donc, on va mettre en place des mesures, on va privilégier les mesures organisationnelles et les mesures et les équipements de protection collectifs. Et si vraiment il reste des situations à risque où on ne peut pas, où ces mesures sont insuffisantes, on va alors mettre en place des mesures de protection individuelle. Alors, il faut faire attention de ne pas créer ou accroître les risques. Par exemple, si le livreur a l'habitude de déposer la commande juste à côté du stock et que là, vous souhaitez que le livreur dépose sur le pas de la porte pour éviter qu'il pénètre dans l'entreprise, il va falloir revoir un petit peu l'organisation, les autres moyens. Il ne faut pas créer de nouveaux risques. Parmi les mesures de prévention, il va falloir informer et former les salariés sur les mesures barrières, la distanciation physique, l'usage des produits de désinfection, par exemple, les nouveaux matériels et les équipements de protection individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, le masque, il va falloir leur apprendre à le mettre, à le porter, à le retirer et leur donner toutes les consignes. Donc, il va falloir communiquer durant toute cette période et il va falloir adapter les modes de communication. Ça peut être par affichage, ça peut être par réunion, ça peut être par entretien individuel. Voilà, il va falloir vraiment adapter la communication. Et puis, en tant qu'employeur, il va falloir s'assurer de la bonne compréhension et de l'appropriation des procédures par les salariés. Donc, on adapte les moyens à la situation et on s'assure aussi de la disponibilité des matériels. Si vous demandez à vos salariés de désinfecter avec une lingette désinfectante la caisse, par exemple, et qu'ils n'ont pas le matériel, cette action ne pourra pas être faite. Et durant cette période, il faut aussi être présent et à l'écoute des salariés qui peuvent avoir des craintes. Ils sont au contact du public, ils peuvent avoir peur d'être contaminés. Et puis, ils peuvent aussi avoir des contraintes personnelles. Donc, il faut être attentif. Ça peut être une source de stress. Alors, Horizon Santé Travail peut vous accompagner pour la mise à jour du document unique. Vous pourrez trouver sur notre site internet un guide qui a été conçu spécialement pour l'intégration du Covid-19 dans le document unique. Il y a le protocole national de déconfinement qui est sorti le 9 mai, et puis il y a des recommandations qui sont régulièrement actualisées. Vous avez aussi les fiches métiers sur le site du ministère du Travail. Alors, on en a recensé 3 qui pouvaient vous concerner plus particulièrement votre activité. Vous avez aussi le recueil de bonnes pratiques sanitaires de la FNH. Et puis aussi, comme on parlait des aides tout à l'heure, il y a la CRAMIF qui a sorti une aide prévention Covid. Donc, si vous avez investi dans certains matériels, vous pouvez aller sur le site amélie.fr pour voir un petit peu la liste qui précise les critères d'éligibilité. Pardon. Merci beaucoup Clotilde. Alors la présentation va pas tarder à se terminer. On va clôturer ce webinaire avec la présentation de nos aides et notamment en élargissant la démarche de prévention à une démarche plus globale de QVT. Alors tout d'abord nos aides dans le cadre d'Horizon Santé Travail et de ce projet envers les commerces non alimentaires, les commerces du secteur non alimentaire. Alors, nos aides. Le document unique, on vient de l'évoquer. On peut aider nos adhérents, non pas à rédiger pour eux, mais à les aider à élaborer leur document unique avec des conseils, avec des outils, avec un accompagnement jusqu'à l'élaboration de ce document unique et aussi de sa mise à jour.
La fiche d'entreprise, ça, c'est une obligation qui est de notre côté, une espèce d'inventaire de vos risques professionnels. Ça, c'est à nous de le faire. Ce qui permet aussi également de vous donner certains conseils au passage et de vous expliquer notre activité. C'est nos assistantes de prévention qui font ça. L'ergonomie, une intervention ergonomique permet d'établir un diagnostic de vos situations de travail, des risques professionnels, des facteurs de contrainte et de vous proposer ensuite des pistes d'amélioration. Et on vous accompagne aussi loin que vous le souhaitez dans la mise en place de ces pistes d'amélioration. Ensuite, il y a le maintien en emploi, la prévention de la désinsertion professionnelle. On a notamment, on a parlé tout à l'heure du SAMET, mais on a aussi une cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle, qui est dédiée au sein de notre service et qui fait un travail exceptionnel. Et enfin, on peut faire des ateliers de sensibilisation et d'information auprès de vos salariés, qui est une présentation plus interactive, plus concrète, qui dure à peu près 1 heure, plus synthétique, plus pragmatique également. On informe les salariés sur les bonnes pratiques qu'eux-mêmes peuvent mettre en place dans leur quotidien pour limiter certains facteurs de pénibilité. Ça, en général, ça plaît beaucoup puisqu'on a vu tout à l'heure dans les réunions d'équipe que ça pouvait générer beaucoup d'échanges, beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de remontées de dysfonctionnements et de pistes d'amélioration. Ces ateliers sont souvent très appréciés. Faites appel à nous pour pouvoir bénéficier de ces services. Votre médecin du travail est votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez aussi consulter son assistante. Et ils feront le lien avec les métiers les plus compétents pour pouvoir répondre à vos questions. Ils feront le lien. Et alors, du coup, pour avoir une démarche de prévention encore plus large que ça, puisque là, on est vraiment, nous, focalisés sur les troubles musculo-squelettiques, mais bien sûr, un service de santé au travail accompagne encore plus loin. Et c'est ce que va vous présenter Laurent Almedioni, ergonome. Bonjour à tous, Laurent Almedioni, donc ergonome chez Horizon Santé Travail, et je vais vous présenter, mais très rapidement, notre démarche QVT. Alors, tout d'abord, la QVT, qualité de vie au travail, peut être vue de façon un petit peu différente suivant les établissements. Certaines entreprises vont dire, moi j'ai fait de la QVT, j'ai installé un baby-foot dans la salle de pause. Ou d'autres, j'ai plus le terme. Enfin bref, des choses qui sont très très spécifiques. Alors pour nous, c'est pas ça la QVT. Pour nous, la QVT, c'est la prise en compte d'une vue macro de l'entreprise. Alors on va rentrer, vous voyez une marguerite à l'écran là avec 6 pétales qui représente l'organisation de l'entreprise avec la santé au travail. Ça c'est notre première expertise. C'est par là qu'on va rentrer, on va venir vous voir, mais on va interroger aussi le contenu du travail, le management, les compétences, parcours professionnel, bref, les systèmes qui participent à cette vue globale de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue macro de ce qui se passe pour ensuite aller avec précision à l'endroit où on doit intervenir. Alors, Horizon Santé Travail s'est rapproché d'un organisme, Certivea, pour aborder là aussi cette question de la QVT avec à la clé une certification. Alors, ce n'est pas une obligation, cette certification, mais Certivea a la même base de travail que la nôtre, c'est-à-dire celle qui a été développée par l'ANACT, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur cette question, juste un petit lien entre la QVT et la période post-Covid que nous traversons. Alors, il est clair que cette période sanitaire nous a imposé des changements d'organisation, nous a amené à vivre autrement notre activité professionnelle et on a cherché, nous, à faire le lien entre cette période et la QVT. Et on s'est posé cette question, et c'est cette question que nous vous proposons.
l'entrée par la santé, quelle est la protection de la santé physique, la santé psychologique, hein, ce sont des questions que vous pouvez vous poser dans les entreprises. Les activités, les impacts économiques, les abandons, reports d'activités, etc., que vous avez pu avoir et que vous pouvez encore avoir aujourd'hui du fait du Covid. L'organisation, mise à mal, faute de matériel, de matières premières, de disponibilité de temps, etc. Les activités critiques à réduire ou annuler, ou encore à réinventer. Les surcoûts, le dialogue social sur les horaires à aménager, les lieux de travail, etc. On a vu que pendant 3 mois, les personnes ont travaillé dans un environnement où il pouvait y avoir des enfants, où il pouvait y avoir d'autres personnes. Et donc, voilà, ça a nécessité et ça nécessite encore des discussions sur les horaires. Le management et la régulation des activités en surcharge, en sous-charge, les emplois modifiés, réduits, partagés, puis d'autres sujets comme la connaissance de salariés fragilisés à accompagner ou à protéger, les réticences, discrimination à travailler avec des personnes qui ont eu le Covid, discrimination à prendre des transports en commun, etc. Donc voilà, on a établi une liste de 9 questionnements qui vont dans le sens de cette démarche que nous proposons sur la QVT. Alors, l'équipe QVT et le service de santé au travail dans sa globalité restent bien entendu à votre disposition pour échanger, pour voir quelles actions nous pouvons vous aider à mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Je repasse la parole à Aurélien et au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup Laurent. Et effectivement, pour bénéficier de tous ces services, on le rappelle, contactez votre médecin du travail, c'est votre interlocuteur privilégié, il est incontournable. Ne vous passez pas de ses services, faites appel à lui pour toute thématique de risque professionnel de santé au travail, c'est votre interlocuteur privilégié. Alors, on va passer à la fin de cette présentation. Merci à tous de votre attention, merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup de votre intérêt. Alors, on va prendre quelques petites minutes pour des échanges et des questions avant de fermer cette salle. S'il n'y a pas d'échange ni de questions, on va rapidement clore ce webinaire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans le chat. Merci encore à tous d'être venus. Je tiens à remercier mes collègues Ariane, Véronique, Clotilde, Mathieu, Laurent. Merci à eux de leur travail exceptionnel et de leur implication et de leur investissement pour tout ce qu'ils ont fait en amont pour la préparation de ce webinaire et leur implication dans ce projet TMS. Merci à tous. Alors, dans le chat, merci à vous. Pas de questions. Vous êtes des pros. Bravo à vous tous. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour tout, très complet. Alors, sachez que je ne lis que les commentaires positifs, évidemment. Bonne journée, merci à tous pour votre travail très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous, ça nous fait vraiment plaisir parce que derrière, il y a beaucoup de boulot. Merci à toute l'équipe et on est ravis que ça vous plaise. On est à votre disposition. Vous avez la moindre question par la suite, votre médecin du travail et votre interlocuteur privilégié, il fera le lien avec son équipe pluridisciplinaire. Merci à toute l'équipe, plein de nouveautés, on en apprend toujours sur les TMS. C'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va clore cette salle de webinaire. Merci à tous encore une fois et puis à très bientôt dans un prochain webinaire. Bonne journée et au revoir.